Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce 1er avril. Il n'y aura pas de poisson aujourd'hui, mais que des nouvelles et de l'analyse Bitcoin crypto. Aujourd'hui, on va attaquer par les news et on va parler de la SEC et du combat entre Tron et la SEC. Alors ça, je vous en ai parlé déjà dans plusieurs vidéos. Je suis revenu dessus dans la vidéo de samedi qui est le combat de Justin Sun, de Tron, donc la blockchain de Justin Sun et de la SEC dans lequel la SEC accuse Justin Sun et Tron d'être une securities. Et là-dessus, on a quand même l'argument magnifique qui est que la SEC n'est pas un régulateur mondial. Et ça, je trouve ça très fort parce que oui, c'est totalement vrai. Malheureusement, on l'oublie très régulièrement parce que nous avons tout simplement le dollar qui permet d'appliquer n'importe quelle sanction partout dans le monde à partir du moment où on a touché de près ou de loin à du dollar, et c'est la force des États-Unis depuis le plan Marshall. Alors, je vais pas faire un peu d'histoire, mais c'est la force actuellement des États-Unis, c'est clairement le dollar, et on va en discuter un petit peu après, parce qu'il y a le dollar et il y a le pétrole est en train de faire des folies, mais c'est un petit peu la petite blague du jour, une blague mauvaise de mauvais goût, certes, mais en tout cas, qui nous rappelle à quel point les États-Unis ont la main mise sur absolument tout, et donc la SEC aussi, voir ce qui va se passer pour Tron et Justin Sun. Clairement, ils vont pas lâcher Justin Sun, c'est sûr et certain. Je vous ai donné mon avis dans la vidéo de samedi. À côté, nous avons FTX qui nous dit que ils vont rembourser les créditeurs fin 2024. C'est pas tout de suite encore. Nous avons un certain nombre de mois à patienter. Mais ce qui fait le plus mal à l'heure actuelle, c'est la façon dans laquelle ça va être calculé. Je vous en ai déjà parlé. C'était des rumeurs. Là, en l'occurrence, c'est acté. Ils ont défini un certain nombre de prix pour chacune des cryptos, qui sont les prix des cryptos au moment où il y a eu le défaut de FTX. C'est magique. C'est-à-dire que nous avons un BTC à 18 000 $. Forcément, c'est possible de rembourser tout le monde de cette façon-là, parce que le BTC est actuellement à 70, 18 000, 70. Oui, c'est sûr qu'il y a même beaucoup plus à dégager en termes de profit pour pouvoir payer qui? Pour pouvoir payer le liquidateur. Je rappelle que le liquidateur coûte à FTX 1,5 milliard de dollars. Je répète bien 1,5 milliard de dollars par année. Donc forcément, on a le temps, tranquille, on continue à ponctionner. Il n'y a pas de problème pendant que les gens attendent d'être remboursés. Encore une fois, c'est la machine américaine. C'est pour ça que déclencher le chapitre 11 est rarement une des bonnes solutions, mais quand on n'a pas le choix, on n'a vraiment pas le choix. À côté, nous avons Vitalik qui se lance sur la notion de parallélisation des transactions, et notamment que c'est une solution qui pourrait être très forte au niveau d'Ethereum et sur les roll-ups d'Ethereum. Alors, pour simplifier très simplement, la blockchain, c'est je fais une transaction après l'autre, donc c'est un train de transactions, il y a vraiment une transaction qui suit les autres. La parallélisation, c'est le fait de pouvoir traiter plusieurs transactions en simultané et de pouvoir regrouper par la suite. C'est quelque chose qui est très puissant, quelque chose qui est la source même de la puissance de l'informatique actuellement, qui est la notion de parallélisation de traitement de l'information, mais qu'on n'arrive pas à appliquer très facilement, en tout cas, à la blockchain. Or, il y a des projets qui traitent de la parallélisation et qui pourraient en effet être un nouveau narratif pour la deuxième phase du bull run dans lequel il va falloir surveiller ceux qui peuvent mettre en place de la parallélisation EVM compatible. Ça, je pense qu'on fera une vidéo spécialisée dessus parce que c'est un sujet qui est complexe et dans lequel il va falloir prendre du temps pour simplifier tout ça. Dans les grosses nouvelles, aussi macroéconomie, nous avons pas mal de choses. Cette semaine, nous avons l'IPC européen, forcément qui va arriver, les PMI services américains, le discours de Powell, encore de la fête, 18h10, mercredi 3 avril, dans lequel on pourra avoir encore une fois un effet de marché très fort. Mardi 2 avril, nous avons le rapport Jolt. Et fin de semaine, jeudi, vendredi, on aura le marché chinois qui sera très faible. Donc globalement, le marché asiatique qui tournera à bas régime. Et donc ça veut dire qu'on aura certainement un marché américain qui sera très fort, et vous allez voir dans les graphiques dans quelques instants, ça s'est vu énormément au niveau du CME, à l'ouverture du CME. On va faire l'analyse court terme, vous allez voir que c'est juste passionnant. À côté, nous avons le Nasdaq qui a clôturé, ça y est, son gros trimestre. On est sur 2 trimestres consécutifs qui sont en vert, dans lequel nous avons, oui, certes, une incertitude, mais on voit que la tech US surperforme et continue à pousser très fort, malgré des prises de profit actuellement que l'on retrouve sur les 7 magnifiques. Je vous en ai parlé justement dans la vidéo de samedi, mais
pour moi, on est toujours dans quelque chose qui est très positif. La question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce qu'on va arriver dans la notion de sell in May? C'est-à-dire qu'on va avoir encore un mois d'avril qui va pousser, ensuite des ventes sur mai-juin pour préparer la période estivale, et ensuite repartir en septembre sur une vision long terme. Ce serait très intéressant, surtout que ça nous donnerait en fait encore une accélération et potentiellement un retest de la zone des 17 500, voire même un petit peu plus bas les 17 000 pour repartir à la hausse sur la fin d'année prochaine. C'est un peu le meilleur scénario qu'on pourrait trouver sur le long terme et sur cette fin d'année 2024. À côté, nous avons une pression très forte au niveau de l'inflation à travers le pétrole dans lequel on voit bien une accélération haussière, des nouvelles qui nous disent que, en effet, il y a une véritable volonté de restructurer le monde et enfin le monde du pétrole en tout cas, et la façon dans laquelle les personnes achètent le pétrole, et on voit une très grosse accélération du pétrole déjà depuis un certain temps, je vous en parle, et on voit que ça y est, on est en train de consolider au-dessus des 80, on est dans une zone très importante de résistance. Si on casse ça, par contre, ça sous-entend que la prochaine target c'est les 95, donc ça veut dire qu'on va avoir une grosse accélération haussière, et sur cette accélération haussière, je peux vous dire que sur ces 12% là, on va le sentir au niveau de l'inflation, et ça va mettre une pression très forte au niveau de la Fed, sur sa capacité ou non à pouvoir entraîner le pivot comme elle le souhaite, donc c'est-à-dire la diminution des taux, et clairement le marché action attend que ça. Et je pense qu'on pourrait mettre en place une très belle réflexion sur est-ce que cette nouvelle n'arriverait pas sur mai, courant mai, fin mai, début juin, dans lequel on aurait en effet notre retracement sur l'ensemble de la macroéconomie, pour faire la période estivale et ensuite repartir tranquillement en septembre, en octobre, enfin plutôt même en octobre d'ordre général, octobre, novembre et clôturer en décembre avec la prise de profit, quelque chose qui est plutôt classique. Et clairement, au niveau du BTC, est-ce qu'on a un peu la même réflexion? On a clôturé le trimestre, très très belle série de mois, hein. Je veux dire, si on calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7e mois d'affilée vert, ce qui est vraiment extraordinaire, on voit qu'on a bien une très belle impulsion, et ça, encore une fois, avant le halving. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rentrer dans une phase de respiration. Est-ce qu'on va avoir aussi un selling May and go away? Est-ce que on n'est pas dans cette dynamique-là, à se dire que, en effet, le mois d'avril va être plutôt positif, avec le halving, puis une forme de respiration post-halving qu'on connaît habituellement, et globalement une forme de ranging avant d'avoir une accélération. Ranging qui prendrait en fait effet avec aussi, pareil, ce retracement sur la macro générale avant de repartir sur une fin d'année explosive. C'est un petit peu l'idée qu'il va falloir défendre en ce moment, et il va falloir regarder un petit peu la fractalité. Déjà de base, est-ce que le Bitcoin et les crypto-monnaies en général ont cette réflexion-là sur avril, mai, juin, donc le trimestre qui est relativement fort, le trimestre de printemps, dans lequel normalement on a une phase d'accélération, on va en mai, et ensuite on a une période estivale qui est assez flat. Bah, quand on regarde déjà sur avril 2020, donc qui était le précédent halving, on voit que nous avons ici une bougie qui est relativement verte, hein. Alors oui, quand on la séquence, on voit quand même qu'il y a un certain écart, mais ça n'empêche que on a sur cette section de 3 mois quelque chose qui est plutôt bullish, ok, mais par contre, c'est pareil, hein, on n'était pas dans ici un travail au niveau de la TH. Donc là, ce qui est notre cas, quand même une particularité, mais ça n'empêche que on était dans quelque chose qui tenait bien. Ok, on va continuer. Avril, donc juin, juillet. Alors on va pas forcément prendre les avrils des périodes de bear, parce que c'est encore à part, je trouve. On va chercher avril, voilà. Avril, pareil, grosse bougie en 2017, période de bull market, post-halving, grosse accélération. Donc là, ouais, on est sur quelque chose qui est très fort. Pareil, avril. Alors, avril, pareil en bear, on va pas aller dessus. Hop. Avril, ici, avril, oui, là on avait quand même une bougie qui est très particulière dans le sens où on a eu une grosse accélération, retracement, et dans lequel on a clôturé quasiment au début du trimestre, donc on a eu une grosse instabilité. Donc globalement, si on doit revenir sur la notion de fractalité, on peut se dire que sur le Bitcoin, les trimestres qui nous attendent sont plutôt positifs. Par contre, ça va être la période estivale où on sait que juillet et août sont des périodes relativement flat, septembre aussi, et ça repart en octobre. Donc ce serait plus le trimestre suivant qui serait un petit peu plus complexe, à voir si oui ou non l'économie américaine nous entraîne pas avec nous. Encore une fois, on a assez peu de recul pour déterminer une règle qui est tout à fait cohérente, même quand on regarde sur des choses qui ont beaucoup plus de recul comme le S&P 500, on arrive à avoir des pourcentages qui sont beaucoup plus affinés, mais ça reste encore une fois des modèles statistiques avec des taux de probabilité
probabilité. Là, pour moi, ça reste relativement faible en termes de probabilité, mais c'est intéressant de voir que on n'a pas systématiquement le sell in May en crypto, et justement, on a plus tendance à avoir un mois de printemps qui est en phase d'accélération, et là, on a quand même une particularité, c'est que le halving est en cours. Est-ce que ça va impacter vraiment ou pas? Quand on regarde court terme, ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà, le fait de statuer au-dessus de l'ATH précédent et de pouvoir consolider au-dessus est déjà quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'on arrive à tenir les niveaux actuellement, alors que sur ces derniers jours, on a quand même l'ETF Bitcoin qui est à la ramasse, qui n'arrive pas à pouvoir consolider, dans lequel on a beaucoup de ventes de GBTC, donc de Grayscale Capital, de part de Grayscale Capital, et somme toute assez peu d'injection de liquidité sur les autres ETF, ce qui est en même temps normal, parce qu'on arrive dans une période où on a une forme de respiration aussi, on a eu l'avènement des personnes qui attendaient que ça, maintenant on va avoir en fait tout simplement le flux classique, il va falloir patienter que Grayscale Capital ait fini de liquider une grosse partie de ses positions et que les gens qui souhaitent sortir de Grayscale Capital soient sortis, et ensuite on va avoir en fait un flux qui va être beaucoup plus serein et beaucoup plus structuré et classique. Techniquement, nous sommes actuellement en phase de consolidation, on est plutôt très bien. Je dois vous avouer que la clôture que l'on a eue au-dessus de la TH est vraiment un signal très très fort. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retracer, hein. Beaucoup voient d'ailleurs ici une première vague de retracement, ici en retest, et une deuxième vague de retracement qui irait chercher potentiellement les 60 000, voire un petit peu plus bas, la zone de liquidité. Je vous ai déjà expliqué ça dans les différentes quotidiennes, mais pour moi c'est à garder en tête. Mais tant qu'on tient ici la TH et qu'on consolide au-dessus de ce niveau-là, ça veut dire que la zone est défendue, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque. Très court terme, ça se voit ici, hein, tant qu'on tient cette partie-là des 69 000 $ sur le all-time index, on est plutôt bien, d'accord, on est plutôt bien. Je vous dézoome un petit peu pour vous redonner la vision globale de là où on se trouve, hein. Première jambe baissière, retracement, consolidation. Ici, au-dessus de la TH, préparation du halving, on a beaucoup de liquidité au-dessus, beaucoup de liquidité en dessous, donc on est en sandwich. Dans tous les cas, le mouvement qui en sortira sera un mouvement très très impulsif, et je peux vous assurer que ça arrachera totalement. Clairement, on a une grosse pression baissière qui se fait ici, c'est quelque chose que l'on voit beaucoup dans les liquidations ici, on voit que les gros pools de liquidation se trouvent globalement ici renforcés au niveau des 71 700 et ici au niveau des 74 000, d'accord? Premier top, deuxième top, d'accord? Donc forcément les deux tops sont défendus par les shorters, et on appuie très fortement, et on voit qu'on a beaucoup de clusters liquidation, alors, par contre qui sont beaucoup moins concentrés dans une zone, mais qui sont bien présents ici, à savoir que toujours sur CoinGlass, on a une vision qui est un petit peu retardée des choses et qui est assez peu précise, mais on les garde en tête dans cette partie-là. Clairement, pour moi, on a un gros pool de liquidité quand même dans les 58 000 qu'il faut garder en tête, et qu'on a quand même beaucoup de shorters qui sont en train d'appuyer très fortement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que oui, on a des shorters, mais quand on regarde un petit peu l'order flow, on se rend compte que on a des positions des top traders qui sont en train de se structurer à la hausse. On a ici surtout un funding rate qui est en train d'éclater à la hausse. Ça, c'est pas forcément bon signe, d'accord? Ça veut dire qu'on risque de se manger une mèche pour aller liquider une partie des personnes en bas, d'accord, et potentiellement tester les 66 000. Pourquoi? Parce que quand on a des funding rates qui sont en train de monter, ça veut dire qu'on a du levier qui est en train de monter. Si on a du levier, ça veut dire que on a un intérêt à aller chasser justement tous ces longs qui peuvent être en train d'être construits actuellement, et forcément on va avoir une mèche qui va aller liquider une grosse partie et repartir. Clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on pourra aller retester cette partie-là. Si vous vous souvenez un petit peu ce dont j'ai parlé déjà depuis un certain temps au niveau de la quotidienne, c'est une zone pour moi qui est intéressante, dans laquelle potentiellement on pourrait repartir. Si par contre elle tient pas, ça veut dire qu'on va aller chercher beaucoup plus bas, et aller justement chercher les 58, et donc on sera bien dans quelque chose en 3 temps, dans lequel on pourra restructurer ici une accélération et une rupture haussière. Dans tous les cas, je vous rappelle qu'on est dans une schématique qui est totalement différente de ce qu'on a pu connaître. Actuellement, nous avons une macro qui est très particulière, qui est aussi dans une phase d'incertitude. Actuellement, on est dans un Bitcoin qui a cassé un ATH alors que le halving n'est pas arrivé, donc on est dans quelque chose qui est différent de ce qu'on a pu connaître. Donc on prend du recul, encore une fois, et si on retrace, c'est pas grave, on aura des superbes opportunités pour renforcer notre buy. Dans tous les cas, on sait qu'on a la deuxième partie de bull run qui arrive, et qu'il faut tout simplement dézoomer. Nous ne sommes ici que au début, il nous manque toute la phase d'accélération, toute cette phase-là, d'accord, nous manque, donc c'est ce que l'on va avoir sur cette
fin d'année, sur cette deuxième moitié de 2024, voire potentiellement, si jamais ça prend un petit peu de retard, sur 2025. Dans tous les cas, si vous êtes là, c'est que vous êtes au bon moment, et c'est le plus important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.